Bonjour, bienvenue à cette quatrième formation pour la trousse des élus. Donc, cette formation ce soir traitera du sujet de la coopération municipale et scolaire, sujet parfois chaud qui suscite beaucoup de maux de tête, mais qui vaut tellement la peine quand on prend le temps de le faire puis de bien le faire. Ça donne toujours des projets beaucoup plus intéressants. Donc, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la trousse des élus, c'est un site. Donc, un site qui est avec un nom de domaine éluloisir.com. Sur cette plateforme-là, vous pouvez retrouver toutes sortes de liens. Donc, on vous a rédigé du contenu pour vous aider dans votre rôle d'élu en loisirs. On a aussi mis beaucoup de liens sur des partenaires qui avaient créé déjà du contenu sur des formations. Donc, vous pouvez trouver toutes sortes de choses sur toutes sortes de sujets, toujours dans les dossiers du loisir, donc autant sur les camps de jour, l'accompagnement des enfants handicapés en camp de jour, sur des formations sur les élus de l'UMQ, de la FQM. Donc, on a vraiment essayé de ratisser large pour vous renseigner le plus possible sur ce qui est le mandat des loisirs en général. Et en fait, pour dynamiser le concept, on a aussi des formations. Donc, cette série de formations, euh, dans cette série de formations, c'est la quatrième ce soir qu'on vit. Et on a aussi des rencontres de concertation et de présentation des URLS. Donc, dans chaque région, une unité régionale de loisirs et de sport s'occupe du dossier et la plupart vont créer des rencontres de réseautage avec les élus en loisirs pour que vous puissiez vous parler, vous concerter et échanger, bien sûr, sur plusieurs sujets. Donc, surveillez ça. Peut-être qu'éventuellement, vous aurez une invitation qui vous parviendra. La plupart vont se faire à l'automne 2023. Donc, on part ça ce soir. Je vous présente notre formateur, Michel Gagné, qui était directeur des loisirs à la ville de Lévis et qui a aussi travaillé pour une commission scolaire à l'époque. Donc, je te laisse la parole, Michel, te présenter avec ton impressionnant CV. Bon, ben écoutez, avant de faire la première diapo dans laquelle je vais effectivement me présenter, ce qui risque de permettre aussi à quelques personnes là, de se joindre à nous en même temps, ben, bon, Audrey a dit tout un CV. Dans le fond, c'est un CV d'un vieil intervenant en loisirs, dont on pourrait dire, là. Quand même, je suis un diplômé en archéologie des années 76-79 et de Trois-Rivières à l'UQTR. Et ensuite, j'ai commencé je vais juste voir. J'ai commencé. Je vais juste essayer d'enlever ça ici. Ouais. Alors, j'ai commencé dans un CRL. Alors, les ancêtres des URLS s'appelaient les conseils régionaux de loisirs. J'étais à celui de Québec, Rive-Sud, Rive-Nord. Je me suis aperçu après-midi en repensant à toutes mes affaires que je pense qu'à ce moment-là, notre région, parce que je demeure à Lévis actuellement, notre région, je faisais Appalaches, n'existait même pas, mais le conseil régional des loisirs couvrait les deux. Et on a travaillé beaucoup en développement, mais à un moment donné, il y avait comme un projet qui s'annonçait pour modifier les CRL vers les URLS. Alors, j'ai quitté, puis j'ai appliqué sur un poste à ce moment-là à la Commission scolaire des navigateurs, qui est juste passé à la tête des ponts, là. Alors, j'étais conseiller pédagogique et je suis entré sur des dossiers d'éducation populaire et d'alphabétisation. Et également, j'organisais des cours à la population le soir. On avait déterminé des secteurs avec les villes. Fait que c'était comme vraiment beaucoup d'éducation populaire avec l'enveloppe qui existait à ce moment-là. Comme beaucoup d'enveloppes, cette enveloppe-là a disparu avec le temps et j'ai été intégré au service aux entreprises. Mais je gardais quand même des volets d'alphabétisation puis des volets d'animation, des programmes plus avec le milieu, mais également de la formation en entreprise et de la formation continue. Alors, j'ai été 18 ans à la commission scolaire. Fait qu'on parle des. Je suis arrivé en 89, donc après 5-6 ans conseiller en loisirs, 18 ans en commission scolaire. Et ensuite, j'ai récupéré mon diplôme en loisirs à l'aube de mes 50 ans et je suis devenu chef du service des sports et du plein air à la ville de Lévis. Donc, j'avais tous les organismes sportifs
et plein air sous ma responsabilité avec notre équipe, l'équipe d'environ 8 personnes. Et j'ai fait aussi, après 3 ans, j'ai pris la responsabilité des parcs et des espaces verts. Alors, quelqu'un allait à la retraite. Là, les retraites, ça n'a pas juste commencé maintenant. Il y a quand même beaucoup de mouvements. Puis je trouvais qu'avec la fusion, la ville de Lévis avait 250 parcs et espaces verts qui n'avaient pas tous été développés de la même façon, évidemment, puisque Lévis est une fusion de 10 villes de dimensions différentes. Je trouvais que des fois, on n'arrivait pas à organiser des événements sportifs ou développer des sports, puis il manquait des sites, il manquait des terrains sportifs, il manquait des parcs. Fait que j'ai pris ce dossier-là également. Puis c'était très intéressant au niveau de la pratique libre, puis au niveau des saines habitudes de vie qui, à ce moment-là, prenaient beaucoup de place. J'ai pris ma retraite en 2017 de la ville de Lévis. J'ai été réengagé sur un mandat de 2 ans comme coordonnateur du service aux entreprises pour lequel je vais travailler comme conseiller pédagogique. Et ensuite, j'ai carrément arrêté je suis sorti du milieu scolaire. C'est même pas une grosse entreprise. Je suis strictement enregistré sous le titre de formation animation GA. Alors, c'est une petite compagnie qui me permet de faire, qui me permet de faire des contrats, qui me permet de continuer certaines activités. Puis avant de vous parler du bénévolat que je fais également, ce que j'expliquais avec Audrey quand elle disait, bon, qu'est-ce que tu as fait? C'est que quand j'ai créé Formation Animation GA, j'ai collaboré avec la QLP, l'Association québécoise du loisir public, puis la QLM, qui avait des documents à produire. Ça a commencé par des documents sur les parcs. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le programme Réseau. C'est Luc Toupin qui le gérait à ce moment-là avec la QLP. C'est une tonne de documentation sur la façon d'aménager les parcs, sur la pratique libre, sur toutes les façons de faire également intéressantes pour les animer. Fait que si jamais vous avez des parcs, refaites une recherche à la QLP sous le nom de programme réseau. Alors, j'ai commencé là avec un atelier sur la gestion des parcs, un peu le développement. Et ensuite, en 2020, c'est ce qui nous amène un peu plus à ce soir, là, à un moment donné, Luc il m'a demandé, il dit, on a des demandes sur les ententes scolaires municipales. Est-ce que tu penses que tu peux développer quelque chose? Parce que comme vous avez vu, ben, j'ai travaillé à la commission scolaire, puis après ça, j'ai travaillé à la ville. Je connais bien les deux structures, comme c'est écrit dans la diapositive. Comme chef du service des sports, j'ai eu à négocier des choses avec les écoles pour avoir des locaux. Après ça, j'ai eu à recevoir leurs demandes pour des sports-études. Fait que je connaissais quand même relativement bien les deux structures et l'enjeu. Puis il m'avait dit, on va faire un atelier de formation, je pense qu'on peut avoir de l'intérêt. Puis là, j'avais été voir un peu, puis j'avais dit, t'es sûr, là, puis j'avais dit la même chose au niveau de la QLP. Les derniers écrits en loisirs datent à peu près de 2004 en ce qui concerne la QLM, puis 2010 en ce qui concerne l'UQTR avec tout l'Observatoire du loisir. Mais j'ai dit, si tu penses qu'il y a un intérêt, on peut bien préparer quelque chose, puis on va publiciser, puis après on verra. Puis je me disais, ben, pas sûr qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt, puis je vais te donner ça dans 7-8 mois si je le donne. Ben, 3 mois après, on avait 48 municipalités qui avaient répondu à l'offre de formation, puis on a fait 2 événements. On a fait 2 événements de formation là-dessus. Et un peu, je vais y revenir un peu tantôt aussi, puis de toute façon, le document va vous être présenté en référence parce que les gens qui étaient là, surtout, venaient parce qu'il y avait des ententes à renégocier, puis de nouvelles ententes à faire en raison d'un contexte de fusion, en raison d'un contexte de développement. Et comme c'est toujours le cas un peu, ben les gens disent, c'est quoi ta meilleure entente? Il y en a-tu une bonne? Qu'est-ce qu'on met dedans? Puis qu'est-ce qu'on a? Puis on verra tantôt. C'est à ce moment-là que j'ai produit un cadre de référence qui va vous être, Audrey va vous dire comment, il va vous être mis disponible, un cadre de référence pour l'élaboration d'une entente scolaire municipale. Donc, les principales clauses, on va en reparler un peu tantôt, celle à ne pas oublier. Fait que ça, c'est un autre document complémentaire à ce soir. Puis j'ai fait aussi 2 petits documents de veille stratégique. Ça, Audrey, on pourra peut-être les ajouter, on s'en parlera tous les deux parce que c'est quelque chose que j'ai revérifié hier, là. Un sur la loi 40. Ça aussi, on va en parler un peu, la nouvelle loi sur l'instruction publique. Et vous allez voir qu'elle n'est pas très, très encore appliquée. Ben, la principale raison est la suivante. Elle a été adoptée le 8 février 2020. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé en mars 2020? Fait que c'est sûr que même si elle est en place, on n'a pas encore beaucoup parlé, mais elle s'inscrit dans le gain de pouvoir un peu que fait le ministre, de la même façon que cette semaine, on a entendu parler de sa nomination ou congédiement des directeurs généraux. On pourra en parler tantôt. Si vous êtes dans une municipalité, ce qui est votre cas, mais tout dépendant du titre, du rôle, de jeter un coup d'œil ou d'avoir l'oreille pendante sur la loi 40,
ça pourrait être intéressant parce que j'ai l'impression qu'il va ressurgir des dossiers dans les prochaines semaines. Fait qu'il y en a une sur la loi 40, puis il y en a également une sur la mesure 15-028, qui est celle des activités parascolaires dans les commissions scolaires. Alors, de l'argent qui est donné aux commissions scolaires faites des activités parascolaires, qui est un obstacle souvent au développement de ces activités-là. Puis à ce moment-là, donc 2020, on se questionnait à savoir si ça aurait un impact sur la disponibilité des plateaux des commissions scolaires. Fait que ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tantôt. En 2021, j'ai écrit quelque chose sur loisirs et développement durable, un autre document. Geneviève Barrière m'a dit, Michel, il n'y a pas beaucoup de choses. Penses-tu que tu pourrais? Ben, j'étais sur le comité d'environnement à la ville, j'étais sur les parcs. Donc, peut-être, laisse-moi encore rechercher s'il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus. Et en loisirs, il n'y avait pas beaucoup de choses. Fait que je me suis lancé, aidé d'un comité de gens d'experts. Puis, on a produit un document que je pense le fun. Si vous vous interrogez chez vous, ce qui peut être fait, loisirs et développement durable, donc 2021 sur le site de la QLP. Et le dernier, puis c'est le dernier que j'ai fait aussi, parce que c'est pas ça que je vais en réécrire, c'est le guide de rédaction d'une politique de reconnaissance et de soutien des organismes. Puis maintenant, qu'on appelle souvent aussi maintenant accessibilité organisme. J'ai fait un guide de rédaction là-dessus aussi. Donc, il est sorti en 2022. Fait que ça vous explique un peu mon volet formation, animation, puis des fois, il découle des formations un peu de ça. Et pour compléter, disons, ma formation où je suis rendu maintenant, je disais à Audrey, je suis également devenu sauveteur de piscine à 63 ans. Là, fait que je surveille, puis je donne des bons entraînements à des gens, puis ma nageuse la plus persévérante, elle a 80 ans. C'est de toute beauté de l'avoir nagé 900 mètres à peu près tous les entraînements. Alors, comme je vous disais, j'ai une bonne connaissance des deux structures. Je vais vous dire également, moi, je suis un gars de la Malbaie, je suis un gars d'une petite ville, je suis un gars de Charlevoix. Dans la famille, parce que je disais, ça peut servir un peu. Mon père a été conseiller municipal, mon grand-père maire, mon arrière-grand-père député, puis mon oncle, un gros organisateur libéral dans le temps. Ça veut dire que de la politique, il y en avait quand même pas mal dans la famille, puis j'ai toujours trouvé ça intéressant. Fait que de la même façon, quand j'étais gestionnaire au niveau loisirs, ben, j'avais un bon lien avec les élus, j'ai travaillé beaucoup de projets avec eux. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresse, là, puis quelque chose qui me touche encore, puis je suis plus à la ville, je regarde les procès-verbaux, je regarde les exécutifs, et je suis bénévole au Centre de plein air de Lévis, qui est une petite station de ski municipale. Je la gérais quand j'étais là, puis vous savez, mettre quelqu'un 5-6 mois par année pour gérer un centre de ski, ça n'apportait pas les résultats qu'on souhaitait. Fait qu'à ma retraite, j'ai créé une corporation et on a relancé ce centre-là, qui est essentiellement un petit centre de ski alpin en milieu urbain, puis ça va très, très bien. J'ai également fait du bénévolat, soirée reconnaissance sportive au niveau de la région de Québec, reconnaître les élus, puis quelques autres choses aussi. Fait que je suis assez actif. Donc, pour ce soir, comme je vous dis, je connais bien les deux structures. J'ai participé au comité de gestion de l'entente Ville de Lévis, commission scolaire. J'ai vraiment siégé. Je connaissais les gens des deux côtés, là. À ce moment-là, je siégeais pour la Ville de Lévis à titre de chef du service des sports et des parcs. J'ai fait des organisations dans les écoles. Là, comme vous voyez en bas, j'ai participé au réseau de la QLP. Et à ce moment-là, ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand je travaillais au niveau de mes premiers jobs dans la commission scolaire, comme j'étais en animation communautaire, comme j'étais en éducation populaire communautaire, en formation, même avec les parents puis dans les écoles, ben, je me suis tout de suite, disons, buté au fonctionnement des écoles, pouvoir rentrer dans les écoles, avoir la collaboration des directions, avoir les plateaux disponibles et tout ça. Puis, j'ai une sympathie pour vous ce soir-là, qui avez à discuter avec les structures scolaires, même si je vais être très content de vous dire dans peut-être 5-10 minutes que ça s'est quand même ouvert, que ça a changé. À un certain moment donné, il y a plusieurs années, je percevais les écoles comme des milieux trop fermés, étaient fermés comparativement, comme on pourra dire tantôt, à toute l'approche, mettons, anglophone que j'avais lu, que j'avais regardé sur toutes les communautés, tous les aspects, les parents dans l'école, les activités. Je trouve que nos écoles ont fait quand même du chemin, nos intervenants ont fait du chemin. Mais vous avez quand même, comme elle disait Audrey tantôt, un défi d'entrer en contact et de maintenir le contact avec la structure qui peut être portée des fois à s'autosuffire à ce moment-là. Fait que ça vous fait une longue intro, on est rendu une vingtaine, on va y aller avec ça un petit peu. Alors, objectif de la formation, alors on va identifier des éléments à considérer dans la mise en place et le vécu, mise en place, vécu de la concertation avec les instances scolaires. On va identifier certains objets de concertation souhaitables, donc des projets qui ont été faits à des endroits. On va partager avec d'autres intervenants sur le dossier. Fait que je vous redis tout de suite que si,
parce que j'ai votre provenance, c'est très varié, les 90 personnes, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Mais si dans vos objectifs, c'est-à-dire, moi, j'en ai une à écrire, j'en ai une à faire, qu'est-ce que je mets dedans? Je ne peux pas traiter ça ce soir. Mais avec le guide, là, je vous assure qu'avec le guide, vous allez avoir ça, ne pas oublier, ça, mettre là. On va en avoir quelques clauses tantôt, mais vous allez avoir ce qu'il faut pour vous aider là-dedans. Mais je ne peux pas le traiter dans le cadre de l'atelier qu'on a ce soir. Je peux traiter tout type de questions autres à ça. Bon, la difficulté de s'asseoir, puis le défi en même temps, c'est d'en arriver à cerner un processus qu'on dit, là, c'est le troisième picot, il est là, le demeure un processus abstrait qui demande un suivi efficace. Alors, la concertation, j'aurais pu prendre différentes définitions, mais en gros, on en revient toujours à un processus par lequel des acteurs se réunissent pour discuter entre eux afin de s'entendre sur une solution à apporter à une problématique commune. Fait que là, tout le long ce soir, moi, ce que je vous invite à faire, puis tout le long de l'atelier, vous allez voir un peu, c'est comme si vous aviez une checklist un peu là, que vous avez à faire en mesure de l'atelier. Puis si à un moment donné, je vous dis, là, c'est un processus avec des acteurs avec lesquels vous allez vous réunir. Fait qu'à un moment donné, vous allez voir, je vais vous dire, les connaissez-vous, ces acteurs-là? Savez-vous qui est en place? Connaissez-vous leur situation? Connaissez-vous leurs défis? Connaissez-vous leurs ressources? Parce que dans le fond, vous allez vous mettre en contact avec ces gens-là. Le mieux, ça risque de mieux se dérouler si déjà vous travaillez sur des problématiques communes. Si vous arrivez là avec un objet qui ne les intéresse pas tant que ça, vous allez avoir plus de difficultés. Fait qu'il va s'entamer un processus, une relation, des acteurs des deux côtés. Vous allez vous réunir, vous allez discuter. Tantôt, on va voir aussi, ça va être dans quel cadre, ça va être à quelle fréquence et comment ça va se faire, qui va être autour de la table. Puis, ce qu'on cherche, c'est, on considère toutes les deux qu'on a une problématique commune, puis il faut qu'on s'entende sur une solution à apporter. Alors, ça demande la reconnaissance d'une interdépendance. Je ne peux pas y arriver si l'autre n'est pas là, puis la pertinence d'agir ensemble pour régler le problème. La chose est qu'on va le voir tantôt aussi, c'est qu'on traite des mêmes clientèles. On traite de la même population, les mêmes payeurs de taxes, puis les gens nous demandent ça d'être efficace, de bien le faire. Donc, si la problématique touche toutes les deux, l'interdépendance, plus il va y avoir de problématiques communes, plus on va la trouver importante les deux ensemble, plus on a de chances de réussir. Sinon, plus il risque d'avoir un des partenaires qui peut glisser. On va voir. Et ça demeure un processus abstrait qui demande un suivi efficace. Sinon, ça peut ralentir. Ça demande on va voir tantôt, ça demande un processus qui est bien suivi. Sinon, ça peut s'atteindre assez rapidement. Je vous donnerai un exemple de quelque chose que je suis en train de faire, non pas actuellement avec une commission scolaire, mais avec un organisme qui m'avait demandé de les accompagner. Ça va vous demander un mandat clair du conseil municipal, de votre DG si vous êtes un employé, de votre équipe si vous y allez en même temps sur ce projet-là, élu et puis gestionnaire. Ça va vous demander d'avoir un mandat clair et un certain pouvoir d'agir. Alors, un pouvoir également d'investir. On va voir tantôt. Si vous allez dans un dossier, puis qu'à un moment donné, là, il y a des sous à mettre sur la table, il faut préalablement que vous en ayez discuté, puis que vous ayez ce pouvoir-là de mettre des ressources. Sinon, ça risque d'être difficile d'arriver à une action. Fait que je vous donne déjà un peu des pistes de ce que je vais vous dire ce soir, puis de la fameuse checklist que je vous inviterai à vous concevoir ou vous poser vos questions, vous les inscrire ou quand vous reviendrez sur le processus. Ça, je le sais-tu, je ne le sais pas. Jusqu'à quel point, autrement dit, je suis prêt à me concerter sur quoi et comment on va faire ça. On a deux questions à se poser. Alors, une ou l'autre, qui pourrait être bonne, là. Est-ce qu'une concertation scolaire, une concertation entre le milieu municipal et le milieu scolaire est-elle réellement souhaitable? Fait que normalement, vous devriez avoir une réponse. Si vous êtes inscrit ce soir, j'imagine que c'est un oui. Ou encore, y a-t-il des avantages à se concerter pour les deux partenaires? Encore là, on va y répondre tout de suite après. Ça me permet de vous préciser que je pense que je suis connu comme, ou j'aimerais que je sois connu comme ça, comme un intervenant. Je suis assez clair, assez direct, je vous mets mon expérience, j'aime ça quand c'est concret. Je vais essayer de le rendre le plus possible, puis à ce moment-là, vous pourrez travailler. Puis si vous avez des exemples à amener, gênez-vous pas, comme je vous dis, pour qu'on puisse avancer. Fait que, normalement, à ces deux questions-là, vous avez déjà des réponses. Vous avez déjà des réponses dans votre tête. Alors, pourquoi la concertation à ce moment-là? Améliorer nos offres de services respectives au meilleur coût possible pour les citoyens.
on est dans la gestion efficace des fonds publics, tant au niveau de la commission scolaire, du centre de services scolaires, je savais que j'allais dire quelquefois à soir commission scolaire, de centre de services scolaires, qu'au niveau de la municipalité. Et on essaie d'améliorer nos offres de services, on essaie d'améliorer nos services, et j'aurais pu dire pour les mêmes citoyens, encore une fois. Alors, pour les mêmes payeurs de taxes ou leurs enfants. On va également se concerter pour maximiser la mise en commun de l'utilisation des équipements et des ressources financières, compte tenu que celles-ci sont limitées, compte tenu les gens voient où est-ce qu'on met notre argent, dans quoi qu'on le fait, qu'est-ce qu'on fait avec des deux côtés. Il faut les maximiser. Si les gens sont tu sais, comme par exemple des piscines, les sports-études maintenant sont toutes là, les gens sont là. Si les gens viennent se baigner ou encore ils veulent se baigner puis ils voient qu'il y a des plages de pas utilisées, il n'y a pas de monde, il n'y a pas ça, vous êtes certain que maintenant, vous allez vous le faire dire ou les gens vont vous le dire. Puis à ce moment-là, il faut travailler là-dessus. On travaille également pour avoir un impact positif sur le mieux-être des citoyens et le développement du milieu. Tout le monde, à peu près, parle de qualité de vie, parle de se rendre attractif, parle d'avoir des beaux aspects, que nos municipalités soient le fun à vivre. Tout le monde veut qu'on travaille sur les saines habitudes de vie. Tout le monde veut qu'on travaille également sur les problématiques sociales, diminuer. Donc, quand on va se parler commission scolaire et on va parler commission scolaire et ville ensemble, on veut avoir un impact positif sur le mieux-être des citoyens du milieu. Et évidemment, on veut optimiser les constructions d'équipements. On veut se mettre ensemble. C'est des programmes qui risquent d'être privilégiés quand on veut en faire. Dans l'utilisation, la même chose. On veut contribuer. On veut investir de façon responsable dans leur fonctionnement. Et il y en aurait d'autres. Il y en aurait quelques autres possiblement qu'on pourrait mettre là. Mais donc, théoriquement, en 2023, il faut qu'on arrive à se concerter. Il faut qu'on arrive à améliorer. Il faut qu'on arrive à faire mieux avec les sous qu'on a. Est-ce qu'il y a une volonté de se concerter? À partir du moment où on dit oui, il faudrait, est-ce qu'il y a une volonté? Moi, j'y vais là, dans mon... Bon, j'ai 67 ans, donc né en 56. Les années 60, les années 70, injection massive de fonds pour la construction du point de vue scolaire des fameuses polyvalents. Moi, je suis arrivé à l'équivalent de secondaire 3. Puis les équipements les plus populaires, outre nos fameux terrains sportifs qu'on avait tous à peu près dans la municipalité, c'était les arénas. On a fait beaucoup d'arénas dans les années 60 et 70. Des années 80 et 90 et même 2000. Alors, à ce moment-là, il y a eu des compressions budgétaires. Il y a eu dans les années 80, 90, même 2000, il y a eu beaucoup de compressions budgétaires. Et à ce moment-là, particulièrement du côté des commissions scolaires, je vous dirais, il y a eu une certaine bureaucratie qui a modifié les rapports, où là, les rapports sont devenus beaucoup plus formels. Puis là, on s'est mis à compter les pieds carrés, puis on s'est mis à compter le coût des lumières, puis on s'est mis à vouloir tarifer. Et à ce moment-là, la concertation a laissé plutôt place à la négociation dans les protocoles, des protocoles que je regardais dans les vieux protocoles, là, la clause de financement, c'était beaucoup, là, tant du pied carré, tant de l'utilisation, tu payes ci, tu payes ça. C'est ce qui fait en sorte que ça existe encore chez certaines villes. Puis quand j'ai fait les 2 ateliers de formation, il y avait des villes qui essayaient de sortir de ça, mais on verse des 100 000, des 50 000, des 115 000 encore à des commissions scolaires, à des centres de services scolaires, même si ça s'est modifié, notamment avec l'arrivée des sports-études, on le verra tantôt, qui occupent une tonne d'espace dans les équipements de loisirs municipaux. Et, à mon avis, il n'y a plus raison d'avoir encore ce type de versement-là, mais c'est plus difficile des fois d'en arriver à la fin de ça que de les renégocier ou de les faire disparaître que de les maintenir. Ensuite, il y a eu des fusions des deux côtés qui ont changé la dynamique. Vous savez, moi, j'ai vécu avec la Commission scolaire et navigateur une première fusion avec Lotbinière qu'on a intégrée. Et ensuite, il y a une autre fusion avec Lévis. Fait qu'on était 3 commissions scolaires ensemble. Et ça s'est fait comme ça beaucoup dans la province. Fait que ça a changé la dynamique, tout dépendant de avec quelle situation l'autre commission scolaire arrivait, qu'est-ce qu'on voulait faire. Ça a changé le territoire, ça a changé la représentation politique, ça a changé beaucoup de choses à ce moment-là. Et des deux côtés, il n'y a pas le début des années 2000, la question des fusions municipales a changé beaucoup. Comme je vous dis, Lévis, c'est 10 anciennes petites villes qui ont fait une ville. Alors, à l'intérieur de votre territoire, quelle grosseur de ville maintenant vous avez comparativement à d'autres qui ont fusionné? Quelle est la place de votre municipalité sur votre territoire? Est-ce que vous faites partie d'une MRC? Êtes-vous en milieu rural? Ça, c'est des changements qu'il y a eu puis qui ont vraiment influencé aussi les relations entre les deux structures. Positivement, je dirais peut-être 7 à 8 ans, peut-être 10 ans,
les ressources financières accordées aux commissions scolaires, notamment pour la rénovation des bâtiments, la mise à jour des équipements, l'implantation de certains équipements, se sont beaucoup améliorées parce qu'il y a eu un constat lors des fusions des commissions scolaires plus petites, en situation financière plus difficile. Ben, c'est sûr qu'avant, il y avait des bâtiments qui étaient plus à l'ordre, qui étaient plus aux normes. On le voit encore, hein, on l'a vu durant la pandémie, là, au niveau de la ventilation. Il y a encore beaucoup d'argent qui est à mettre, mais les ressources financières s'étaient quand même améliorées pour ça. Puis le monde scolaire a évolué en termes de partenariat avec son milieu, puis avec son ouverture au milieu. Je vous disais, quand je suis arrivé, là, je pouvais faire une conférence dans une école. Pas je pouvais, c'est arrivé. Puis là, après ça, quand j'allais chercher des chaises, mettons, pour mettre ça dans la grande salle, l'enseignante pouvait me dire, bon, ben, est-ce que tu vas me ramener mes chaises après la conférence? Je vais ramener des chaises. Non, non, moi, je veux celles que j'avais dans mon local. Puis, en tout cas, c'est un exemple d'appropriation. Puis là, quand tu voulais entrer, moi, j'ai fait un programme qui s'appelait l'École des parents. J'avais des enseignants, des intervenants, psychothérapeutes, autour qui voulaient travailler avec moi parce qu'on se disait, plus le parent a d'informations, plus il peut soutenir son enfant, non pas prendre la place des enseignants ou de l'école, mais plus il peut soutenir. Ça a été un assez bon combat à un moment donné pour pouvoir l'implanter. Finalement, on était capable, mais ça me donne des exemples de la fermeture. Donc, l'école était un milieu quand même relativement fermé. Je pense que maintenant, les conseils d'établissement, les intervenants eux-mêmes, on va voir des exemples de projets lors de la prochaine diapositive. Il y a une volonté plus importante là, de se concerter puis de faire équipe avec le milieu. On fait venir des intervenants plus régulièrement, que ce soit en environnement, que ce soit au niveau physique. Et il y a des partenariats également avec des organismes communautaires. Avant de vous parler de réussite puis de projet, j'ai choisi de vous parler d'obstacles. Alors, parce que c'est sûr que c'est pas, comme on disait, c'est pas nécessairement si évident. On a certains milieux ruraux où il y a des baisses de clientèle, alors, qui mettent une pression sur l'école elle-même et sur les centres de services scolaires, à savoir quelle ouverture ils ont à de nouveaux projets, leur capacité d'investir de l'argent et même de maintenir certains services. Alors, je pense que le ministère est au courant de ça. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Les MRC également, les villes font tout ce qu'ils peuvent pour sauver leurs bâtiments. Alors, même si on parle d'État encore déficient de plusieurs bâtiments, ils essaient de faire en sorte, les centres de services scolaires, qui soient réparés. Les villes même s'associent des fois. Quand il y a baisse de clientèle et qu'on parle de fermeture de bâtiments ou d'écoles, ben, il y a des municipalités qui se mobilisent, en prennent des parties, en occupent des parties, même récupèrent des bâtiments. Mais c'est sûr que c'est pas facile là, à plusieurs endroits de ce côté-là. Bon, on vit une rotation de personnes impliquées dans la gestion, que ce soit en fonction des retraites nombreuses dans les années qu'on a là, ou encore de règles administratives. Vous savez, comme je regardais au navigateur dans le temps, un directeur ne pouvait pas être plus que 5 ans dans la même école. 4 ans, 5 ans dans la même école, après on le changeait. Fait que tu institues une façon de faire avec une direction. Oups, elle est partie, l'autre personne arrive avec son vécu, ses valeurs, souvent c'est comme à reprendre. Alors, vous avez peut-être entamé un processus de concertation scolaire municipale avec des directeurs qui sont à votre comité concertation, un DG, puis à ce moment-là, il va y avoir départ. Ça veut dire qu'il faut essayer de bien l'implanter, le processus, travailler sur des dossiers à brève échéance, moyenne échéance. C'est plus facile que de viser des projets à très long terme compte tenu de la rotation. On a également des contraintes de convention collective. On voudrait bien, quand on rentre dans l'école pour nos activités municipales, pouvoir mettre notre monde, qui fasse telle tâche. Non, c'est régi par la convention. C'est le concierge, c'est l'autre personne, c'est le surveillant. On veut rentrer durant l'été pour le camp de jour, alors qu'eux viennent dans nos locaux plus facilement. Il faut apprendre à vivre avec ces contraintes-là, essayer de les minimiser au maximum, essayer d'avoir la collaboration de l'école. Les écoles manquent de ressources pour les activités parascolaires. Fait que des fois, ce qu'ils offrent n'est pas nécessairement toujours très, très bon. Les parents, s'ils ne sont pas contents, vont vous demander de suppléer à l'école qui, normalement, devrait travailler ces activités-là. Il y a des nouvelles réalités familiales qui sont là depuis longtemps. On le sait, les couples, on sait les familles, on sait l'éclatement, on sait la garde, on sait également toutes les mesures d'encadrement là, quand tu arrives à l'école pour aller chercher les enfants, les services de garde. Il y a des réalités familiales, puis il y a des règles en conséquence. On travaille encore sur le décrochage scolaire. On travaille encore sur des problématiques sociales. On travaille sur des problématiques de consommation. On voit qu'on travaille beaucoup sur des problématiques de violence à certains endroits. Donc, il faut toujours intéresser des obstacles. On doit consacrer beaucoup d'énergie
un frein, un obstacle aux autres dossiers qu'on peut faire parce que ça occupe beaucoup de temps des intervenants scolaires. Il y a toujours un isolement entre le sport civil et le sport scolaire, même s'il y a des remplacements. On gère deux structures différentes avec des organismes sportifs fédérés puis un réseau de sport étudiant. Et il peut y avoir une présence de multiples décideurs. Si à ce moment-là, vous parlez à votre école, ensuite on va au conseil de service scolaire, il peut y avoir 2, 3 services impliqués, il peut y avoir un directeur de service, une directrice de service. Fait qu'on a une multitude de gens attachés pour amener un projet à bout. Et finalement, c'est encore réel, le fruit de nos échanges est taxable selon la loi. Alors, le troc n'aurait pas dû ou ne devrait pas se faire entre ces deux institutions-là, mais encore là, moi, je vous invite, si vous avez des projets importants dont on va parler tantôt, avec la direction de du centre de services scolaires, juste avant la pandémie, la QLP, et j'étais au courant de ça, on a surveillé. Dans la région de Montréal, il y avait des expériences qui étaient faites à savoir s'il y avait un déséquilibre monétaire dans l'échange de services qui était constaté, qui faisait en sorte que la commission scolaire avait un déficit par rapport aux échanges qui étaient faits, le ministère avait créé une enveloppe pour compenser ce déficit-là et il devait étendre cette mesure-là à l'ensemble des commissions scolaires dans un programme plus grand, dans une mesure en place. Fait que je vous invite à, quand vous arrivez sur un projet, vous voulez renégocier une entente scolaire municipale, vous voulez voir, apporter à l'attention de la direction générale du centre de services scolaires ce dossier-là qui était en développement. Et ça faisait en sorte également, donc, oui, les taxes auraient continué d'être chargées, mais si ça amenait une perte du côté de la commission scolaire, à ce moment-là, pouvait être compensé. La COVID a retardé certains dossiers. Comme je vous disais tantôt, on va en parler tantôt avec la loi 40. Là. Des exemples de réussite, des exemples de projets, dont quelques-uns dont j'ai été témoin. Hein. Construction d'équipements sportifs et culturels. Moi-même participé à la construction d'un PPP ici sur un stade de soccer intérieur à Ville de Lévis, des terrains synthétiques. Et le stade de soccer va revenir dans une vingtaine d'années à la commission scolaire comme équipement, va avoir été tout payé, tout est là. Alors, c'est un PPP, un programme qui a été fait conjointement. Les parcs écoles, ça aussi, quand j'étais à la Ville de Lévis, on en a réalisé, surtout les parcs écoles les plus importants avec des écoles secondaires, mais avec des écoles primaires également, on en a fait. Puis ça, ben moi, une aberration du financement des immobilisations dans les écoles, c'est le fait que l'aménagement de la cour d'école fait partie d'une toute petite mesure où tu peux aller chercher à peu près 15-20 000 au lieu d'être considéré vraiment comme une immobilisation des équipements et des installations de l'école où il pourrait aller chercher 40, 50, 100 000 mettons, pour faire parce que c'est pas pour faire un projet en bas de 200 000 quasiment. Puis c'est les comités de parents qui se tapent des activités de financement pour essayer de faire ça, ou encore c'est les surplus des services de garde qui en payent une partie, puis on fait ça en 4 ou 5 phases. Fait que quand j'étais à la Ville de Lévis, on a collaboré à des parcs écoles en payant des modules. Des fois, c'était en faisant le plan, des fois, c'était en fournissant de la main-d'œuvre, des fois, c'était en prenant l'entretien. Fait qu'on a travaillé à améliorer, on a travaillé à améliorer les parcs écoles parce qu'encore une fois, c'est les enfants de la ville qui étaient là. Fait qu'il y a des parcs écoles qui se font, il y a des activités parascolaires conjointes qui peuvent se faire avec l'aide des organismes de loisirs. On verra tantôt la mesure 15-028 qui a été mise en place là, juste avant la pandémie. Il y a le développement de programmes particuliers, les sports-études, les arts-études, les implications communautaires. Il y a des liens avec les villes. Puis là, il y a surtout les équipements. Quand j'étais chef de service des sports au début, il y avait des plages très, très libres, souvent dans les arénas, dans les piscines. Et là, plus les sports-études se sont développés, à un moment donné, il fallait se réserver des plages pour être capable de faire l'entretien. Les équipements que ce soit les vrais sports-études ou les programmes maison, les équipements sportifs des villes sont utilisés à pleine capacité. Là, je serais très surpris que vous ne soyez pas sollicité énormément là-dedans. Enfin, que ça, c'est une réussite quand même parce qu'encore une fois, c'est les jeunes de nos municipalités. Bien là, il faut voir quels sont les coûts là-dedans, puis justement renégocier en fonction des utilisations respectives des équipements. Il y a des programmes des collaborations en environnement, les plantations d'arbres, il y a des jardins communautaires, il y a des programmes éducatifs en recyclage, récupération qui sont faits avec les écoles, puis souvent concernent des organismes municipaux.
des programmes de saines habitudes de vie, des marches, des courses, des événements auxquels les villes contribuent également, des prêts temporaires et partage d'utilisation de locaux. On l'a vu, là, hein, les services de garde, beaucoup d'endroits dans les écoles, quand ils sont arrivés avec les maternelles 4 ans, théoriquement, c'était beau, là, mais on les installe où? Fait que j'ai vu beaucoup d'écoles aller dans les midis, dans des centres communautaires qui sont tout près des écoles, partager les locaux. Un gros endroit où on partage beaucoup de locaux, c'est les camps de jour. Hein, les parents qui demandent la continuité de service avec l'école. Fait que tout le développement des liens, des collaborations avec les camps de jour, c'est un élément important. Des organisations d'événements, d'activités promotionnelles ensemble. Comme le stade de soccer, il servait, la commission scolaire venait régulièrement. Tous les programmes, toutes les grosses réunions de parents, les événements de début d'année, ça se faisait dans les équipements qui ont été créés. Ce sont des sites de mesures d'urgence, alors qui ont été équipés en conséquence. On l'a vu avec Baie-Saint-Paul. Justement, il y a environ 2 semaines, les gens étaient où? Ils étaient à l'école secondaire. Il y a eu de la reconversion de bâtiments pour faire des bibliothèques, faire des choses sportives. Il y a eu l'implantation de bibliothèques municipales, bibliothèques communes, des projets de déplacement actif et sécuritaire, donc des pistes cyclables, des parcours pédestres, encore une fois, qui demandent la collaboration des deux, des projets d'agriculture urbaine, des jardins collectifs. J'ai vu des liens aussi avec personnes âgées, jeunes qui vont dans les résidences. Intégration de nouvelles familles, les deux collaborent à faire des activités d'intégration, les nouveaux arrivants pour les aider. Réalisation des journées des petits entrepreneurs, c'est un autre exemple. Toute la question économique, toute la question de l'entrepreneurship, qu'on travaille ensemble, des projets de recyclage, de compostable, de développement durable et encore une fois, des collaborations des réseaux, des sports scolaires, sports civils sur des utilisations d'équipements, des programmes de services de garde et de camps de jour. Voyez-vous, là, il y en a 2 diapos là, de réalisation assez complète des dernières années, des projets que vous avez possiblement actuellement en place ou que vous voulez développer. Avant de commencer à la partie des fameux, les 4 composantes de la concertation, Oh, OK, fait que là, on entre dans la partie, là, on va regarder ces 4 choses-là un peu pleinement, ces 4 conditions que tu sais là. Ensuite, j'ai qu'est-ce qu'il faut pas manquer dans les ententes. Puis après, j'ai une petite partie sur la loi 40, sur les activités scolaires, puis on s'en va tranquillement là, vers une conclusion. Michel, il y a une C'est quoi les question. 4? Excuse-moi, il y a une question qui vient de Oui, rentrer. OK, oui, on y va. Alors, dans les diverses réalisations que vous avez présentées, avez-vous pensé à l'accessibilité universelle? Bonne question. J'aurais pu l'en mettre, effectivement. On va me prendre une note parce que oui, il y a des améliorations. Le problème, euh, d'un point de vue municipal, c'est sûr que les budgets municipaux sont plus petits à ce moment-là. Ça veut dire que c'est quand on arrive avec une réflexion d'équipement où là, il y a une mise aux normes qui doit être faite par la commission scolaire. Fait qu'à ce moment-là, eux, normalement, ils devraient compter sur ces budgets-là. Mais j'aimerais savoir, le fond, est-ce que quelqu'un trouve qu'il y en a pas assez, que c'est oublié, que la personne, si elle a rencontré des difficultés, est-ce qu'elle peut prendre le micro? Ça Ben oui, m'aiderait un petit peu. c'est moi qui ai posé la question, c'est Hélène de l'URLS Mauricie. À chaque fois qu'on développe un projet, en tout cas en partenariat des fois avec les municipalités, on pense pas à la personne accessible, l'accessibilité universelle, que ce soit personnes handicapées, les mamans à poussettes, les madames avec les personnes avec, à mobilité réduite là, tu sais, les aînés, tout ça. Fait que quand on aménage un parc école, souvent, on pense aux jeunes, à développer des infrastructures qui sont pour les jeunes, mais on pense pas à développer des mamans qui pourraient être handicapées, qui vont au parc avec leurs jeunes, tu sais, fait que c'est un peu ça, là, que nous, on réalise chez nous, qu'il y a pas beaucoup d'infrastructures qui ont été développées en conséquence des personnes handicapées. Il y en a qui sont même pas capables de rentrer dans des parcs parce que Ouais, l'entrée est pas assez large. ouais. OK. On veut limiter tout ce qui peut rentrer comme véhicule, puis en Oui, même temps, on c'est ça. limite, on limite l'accès. Ben, Mmh. dans le projet réseau dans lequel j'ai parlé au début, là, ça, c'est sûr que ça a été beaucoup plus pris en préoccupation. Là. C'est vraiment dans ce programme-là d'aménagement, maintenant, c'est là. La même chose sur les surfaces. Là, si tu as un fauteuil, tu sais, dans les vies, je peux pas dire qu'il y avait une tonne de parcs où il y en avait, mais on avait au moins un parc par arrondissement où on avait mis des jeux destinés aux personnes handicapées, autisme et autres situations. Mais tout à fait, c'est un bon point. Je pourrais l'ajouter. En tout cas, dans les projets de reconversion de bâtiments ou de mise aux normes, c'est sûr que normalement, ça devrait être plus respecté. Puis dans les nouveaux bâtiments, ben là aussi, là, le code du bâtiment s'applique. Ça devrait être plus facile. Mais pour les équipements plus vieux, ça, c'est plus difficile. Pour les parcs, ça Ouais. devrait quand même être plus facile.
souvent, on aménage un parc pour l'avoir vécu, nous, dans notre région, souvent, on aménage un parc, puis c'est ségrégué. Fait qu'on met toutes les personnes handicapées dans le même parc, puis après ça, on met plus dans les autres parcs, on met plus rien pour les personnes handicapées. La municipalité va dire: «Ben, regarde, c'est là, il faut vous aller». Mais c'est peut-être pas accessible pour tous les parents à aller à cet endroit-là, tu sais, au niveau du transport, au niveau et cetera. Fait que, tu sais, faut quand même diversifier nos endroits pour mettre des adaptations. Oui, mais ça ne veut pas dire que, mettons, comme on jasait, là, chez les plaques plus importants avec les modules, mais tu as tout à fait raison, ça ne veut pas dire que l'accès, les sentiers, le mobilier urbain, les endroits d'ombre, certaines activités aussi ne peuvent pas être faites. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne voulais pas être restrictif dans le sens de ce que quand j'ai parlé de 3 parcs aménagés, mais ceux-là l'étaient quand même de façon, à coût de 400 000 500 000, ce qu'on ne peut pas faire nécessairement dans 10-12 parcs non plus, mais il faut qu'il y ait, entre guillemets, un minimum d'accessibilité à tout le monde. Que ce soit s'il y a une scène, s'il y a un endroit public, des espaces, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne voulais pas avoir l'air restrictif. Ça va? Okay. Gênez-vous pas. S'il y a des choses, puis là, je me suis pris une note aussi, possiblement pour l'ajouter. Il y a aussi une façon, si on reste sur le même sujet un peu aussi, là, si dans la municipalité, ben, il y a un organisme régional probablement là, de loisirs, personnes handicapées. Des fois aussi, tu as des commissions, tu as des comités municipaux. C'est sûr qu'il ne faut pas se gêner pour les consulter dans les divers projets qu'on a. C'est sûr qu'il faut essayer d'aller chercher. Non seulement il faut essayer, mais il faut aller chercher leur avis. Là. Fait que si je reviens sur les 4 composantes de concertation à regarder, c'est si on veut y arriver, il faut qu'il y ait une motivation à se concerter. Alors, il faut que vous soyez en mesure, quand je vous reparle de la checklist un peu aussi, êtes-vous en mesure de savoir s'il y a une volonté du conseil scolaire, de l'école, une volonté à se concerter? Est-ce qu'ils ont de l'ouverture? Et ça m'amène, on va le voir un petit peu. Les connaissez-vous, ces gens-là? Savez-vous qui est en place? Les avez-vous rencontrés? Est-ce que vous savez quelle est leur situation? C'est toutes des questions à vous poser avant de dire on va aborder le projet. À qui on a affaire? À ce moment-là, il faut être en mesure de valider s'il y a une volonté qui est en place. Puis si on peut partager des intérêts communs, quels sont les projets communs? Est-ce qu'ils ont déjà annoncé certains projets? Je parle du service scolaire ou l'école. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pouvez déjà vous joindre? Ensuite, on pourra en ajouter. Et il faut créer, puis où il faut ressentir de votre côté, où il faut confirmer avec le partenaire l'intérêt à se concerter. Sinon, si on ne voit pas d'enjeu, on ne voit pas de problématiques sur lesquelles on veut travailler, on peut faire connaissance, mais on ne parlera pas nécessairement d'un processus de concertation avec des objectifs, un fonctionnement, puis des objectifs à atteindre. Un coup, vous avez constaté ça, parce qu'on va y revenir un peu plus en détail avec d'autres éléments. Bon, ben à ce moment-là, comment est-ce qu'on l'organise, le travail qu'on veut faire? C'est quoi le mécanisme de suivi qu'on met en place? C'est quoi, à ce moment-là, sa mise en œuvre? Qui va siéger là-dessus? C'est qui qu'on va envoyer là? Quel mandat est-ce qu'ils vont avoir? Puis après ça, on va passer à une mise en œuvre. Et c'est quoi qu'on va adopter comme méthode de travail en fonction du plan d'action? À quelle fréquence on va se voir, quel dossier on veut traiter, quel ordre, quel plan d'action qu'on veut se donner. S'il n'y a pas de mise en œuvre, tu as beau constituer une équipe, s'il n'y a pas de mise en œuvre qui se met en place, des méthodes de travail, puis un calendrier, il ne se passera pas beaucoup de choses. Puis à ce moment-là, il faut être en mesure de le suivre. Il faut être en mesure de suivre les actions, il faut être en mesure de les évaluer, il faut être en mesure de s'ajuster. S'il y a des départs, s'il y a des changements, il faut être en mesure de faire rapport. Là. On part du fait on est motivé, OK, il faut se voir là-dessus, il faut se voir sur tel élément, on va tout de suite, on va aller les fouiller, mais on voit déjà qu'on a des intérêts, puis on a intérêt à se parler. OK, qui va nous représenter? Qui va aller sur ce mécanisme-là? Pourquoi c'est eux qui vont là? À ce moment-là, OK, comment on fait? On se voit-tu aux 2 mois, aux 3 mois? Est-ce qu'on est un comité plus gros? Puis s'il y a un comité de travail qui amène l'info, bien on a un comité plus gros, mais il y a un sous-comité qui fait plus les travaux qui amène. Comment est-ce qu'on fait ça? Puis qui va faire? De quelle façon? On fait-tu des PV? On fait-tu un ordre du jour? Qui anime ça? Est-ce qu'il y a un petit mécanisme de soutien pour assurer le secrétariat puis pour faire fonctionner ça? On a les 4 principales composantes, les 4 conditions, ce serait celle-ci. Fait que là, si on les reprend encore un peu chacune à la fois, est-ce que du côté du service scolaire, parce que la majorité, vous êtes tous, à part des organismes régionaux, des intermédiaires municipaux, est-ce que la concertation est perçue comme une solution? Est-ce que le problème interpelle toutes les parties, encore une fois? Et là, un point, comment sont les relations intérieures entre les parties? Est-ce qu'elles sont positives?
Avant d'entreprendre un projet commun que vous auriez identifié, une problématique que vous allez amener sur la table, c'est quoi le constat que vous faites de la qualité des relations antérieures qu'il y a entre la municipalité et le centre de service scolaire ou entre l'école? C'est sûr que si ce n'est pas positif, il va falloir essayer d'améliorer ça dans un premier temps avant d'arriver avec un projet concret et de demander des choses. Parce que ça prend une capacité de satisfaire les deux parties puis de dire on va être gagnant-gagnant dans ce dossier-là qu'on va traiter ensemble, on va être capable d'y arriver, on va s'investir. Il faut qu'on sente cette satisfaction-là. Ça fait que je reviens à ce diapo-là. Là, je peux vous faire une petite parenthèse suite, on va regarder. Là. Moi, je suis allé voir mon centre de service scolaire, là, le nouveau. Puis je vous rappelle encore une fois, là, la loi, je vais y revenir tantôt, la loi 40, là, a été adoptée le 8 février 2020. Vous vous souvenez ce qui est arrivé en mars 2020? Et cette loi-là, elle avait été adoptée sous le bâillon un samedi soir à 3h21 du matin, un vote de 60 par 35. Alors, ça veut dire que la loi 40 qui a créé les centres de services scolaires comme ils sont, là, la CAQ, elle l'a passé sous bâillon en fin de session, puis là, on l'a mis en place. Et là, essentiellement, cette loi-là, elle voulait abolir les commissions scolaires, créer les centres de services scolaires. Et deuxièmement, politiquement, ce qu'on avait beaucoup entendu parler, c'est le changement de gouvernance. Alors, ça a été la disparition des élections scolaires puis du rôle de commissaire. Mais il y a d'autres choses en arrière de ça, puis je pourrais vous en parler tantôt, on regardera. Mais ce que je veux vous dire, c'est actuellement, est-ce que vous le savez qui siège au centre de services scolaires, qui est impliqué là? Parce que quand j'ai été voir le mien, j'ai été voir il y a à peu près, quand on a commencé à parler de l'atelier avec Audrey, je suis retourné encore tantôt, là, en après-midi, il y a 15 membres de possibles. Alors, il est supposé avoir des représentants du personnel, des parents, puis des représentants de la communauté pour 15 postes. Bien, actuellement, il y a 2 représentants sur 5 du personnel scolaire. Il y a 3 parents sur 5 et de la communauté, il y a 3 sur 5. Fait qu'actuellement, le conseil d'administration du Centre de services scolaires des navigateurs, quand même, territoire là, de Lévis est un peu plus grand parce que ça convient à Lobinière également, puis au début de Bellechasse, et 8 administrateurs sur 15. Ça ne devrait pas être ça, là. Particulièrement au niveau des parents, où il y a 3 parents sur 5, alors qu'il y a encore les conseils d'établissement, puis encore un comité de parents, tous ces postes-là devraient être comblés. Le vôtre, est-ce que vous savez qui siège là? Et à ce moment-là, je vous dis tout de suite, est-ce que vous pourriez envisager, parce que la loi dit qu'il peut y avoir 2 représentants des municipalités. Ce n'est pas des sièges réservés, mais si la municipalité délègue des gens, c'est sûr qu'ils vont être dans les postes de la communauté, ils vont être très bien perçus. Est-ce que vous pourriez envisager? Est-ce qu'il y a peut-être déjà même des gens que vous connaissez au conseil d'administration? Est-ce que vous pourriez envisager de déléguer des gens, d'approcher des gens qui aillent? C'est sûr qu'en ayant quelqu'un sur le conseil d'administration, ben, à ce moment-là, ça pourrait faciliter certains projets, puis certaines relations, puis le transfert de certaines informations également. Fait qu'il faut que vous connaissiez votre partenaire. Est-ce que vous connaissez la direction générale? Est-ce que vous connaissez un peu les plans d'action? Qu'est-ce qu'ils ont comme orientation? Est-ce que vous connaissez leur situation financière? Est-ce que c'est une commission scolaire en surplus? Est-ce que c'est une commission scolaire en difficulté parce que les clientèles sont en baisse? Est-ce qu'il y a des projets d'école? Au contraire, des projets de fermeture? Il y a une prise de connaissance à faire avant d'amorcer tout le processus. Alors, je vous disais les relations intérieures également, puis la satisfaction de gagnant-gagnant. OK. Alors, si je vais maintenant dans le travail en équipe, bon, la présence de leaders positifs ayant du pouvoir, on disait tantôt, quand José nous a interpellés, bien, conseillère municipale là-bas, bon, est-ce que quand même, là, elle fait ça à bout de bras ou on était capable d'y confier un mandat, elle est représentée, elle a amené ça au conseil, ça lui donne un peu de poids. C'est à qui on va confier on va confier le mandat de nous représenter ou aller cogner à la porte? C'est qui cogne à la porte? Je disais tantôt, DG de la ville, parti au DG du centre de service scolaire, DG à DG, maire à présidente. Puis encore là, moi, je vous avoue tout simplement que quand j'ai regardé tantôt, là, je vois un conseil d'administration, mais il n'y a personne qui est désigné vraiment comme président, comme présidente. Je sais que la loi 40 a fait en sorte de donner plus de pouvoir au personnel de gestion. Fait que là, il faut que je clarifie ça en disant,
Donc, comment ça se fait que au niveau politique, il n'y a plus ça? Ça veut dire que le maire, il faudra qu'il interpelle le DG. Là, je sais que dans un autre projet, on m'a demandé de m'impliquer un peu sur un équipement. La rencontre, ça va être DG, centre de services scolaires avec le maire. Fait que peut-être c'est comme ça qu'il faut le travailler. Alors, au départ, à l'initiation de la démarche et en suivi pour avoir un œil dessus des leaders positifs qui ont du pouvoir. Puis pourquoi du pouvoir un petit peu aussi, c'est que si à un moment donné, il faut débloquer un peu d'argent, il faut que ce soit quelqu'un qui est en mesure d'avoir l'autorisation du conseil pour pouvoir investir non pas dans le fonctionnement, mais dans les projets qui vont ressortir de la concertation. Le travail en équipe avec le constat d'une volonté de réussir, pas d'une volonté à partir du moment où c'est rendu, où je te donne les clés, ben là, je veux plus, puis tu t'en aperçois, tu vois qu'il veut plus, là. Ça veut dire, veux-tu vraiment, si tu as validé en cours de route assez souvent, là, on s'entend, on veut réussir. Ça prend une motivation individuelle des deux côtés, de tous les participants à se concerter, puis une bonne connaissance et la prise en considération de la situation des partenaires, je l'ai traité avant. Si tu sais qu'ils sont dans des éléments corsés, puis tu amènes des choses trop corsées, ça ira pas mieux. Vaut mieux alléger les projets, vaut mieux les modifier, vaut mieux les étaler que de se faire dire non complètement. Moi, je dis toujours, quand j'étais aussi en place, on était ces comités-là, on travaille par opportunité. Il y a une opportunité, on va la saisir, on va l'avancer, on va préparer le terrain. Il faut être en mesure de faire une bonne lecture de jusqu'où on peut demander, puis jusqu'où on peut aller pour ne pas arriver que la porte se referme et qu'on recommence. Et la compréhension mutuelle du mandat de chacune des parties, dans les premières rencontres, dans les premiers contacts que vous faites, c'est bon de vous informer de la situation du partenaire, mais c'est bon de présenter la vôtre aussi. Il faut que le centre de services scolaires comprenne aussi dans quelle situation vous êtes, les défis auxquels vous faites face, puis vos ressources, pour dire, OK, moi, c'est ça, lui, c'est ça. Puis à ce moment-là, on va pouvoir possiblement arriver à quelque chose, à un projet commun où on a des chances d'être gagnant-gagnant. Et à partir de là, on va voir avec un établissement d'un plan d'action, comme je disais tantôt, sur l'école dont Josette a parlé. Moi, j'aurais tendance à dire, là, on va se faire au moins un calendrier de rencontre, si on n'a pas un plan d'action de suite, pour le suivi du projet. Puis au lieu de se voir que les dossiers évoluent de tous les côtés, pour qu'on se voit sur un calendrier régulier. Puis après, ben, peut-être ce sera le fun, après ce projet-là d'école, de continuer à se voir sur les autres préoccupations qu'elle a mentionnées, là, à savoir, ben, ça peut être les parcs, ça peut être la circulation, ça peut être des pistes cyclables, ça peut être le développement actif. Il y a possiblement d'autres choses à mettre ensemble. En même temps, on a une bonne circulation de l'information. Fait que la troisième, puis il y a une quatrième, la mise en œuvre, il faut que l'information circule bien entre les deux institutions. Donc, c'est pour ça que ça prend des leaders positifs. Ça prend des gens qui vont partager l'information. Ça prend des gens qui ont des habiletés relationnelles. Ça prend des gens qui sont capables également de faire faire preuve d'un certain leadership démocratique. C'est difficilement imposé à l'autre partie. Il faut que tu ailles chercher son accord et son adhésion. Il faut que l'engagement des participants soit présent. Quand je vous disais tantôt, j'ai été demandé pour un organisme pour aider son directeur général. On avait une bonne volonté au départ, ça allait bien. On avait un calendrier de rencontres fixe. De plus en plus, ça demanderait des changements dans sa tâche qui n'est pas nécessairement prêt à faire actuellement et pas en mesure en raison de la grosseur de la tâche à faire. Ça fait que là, je sens tranquillement que son engagement, les rencontres, les moments sont reportés, puis son engagement est en train de diminuer. Ce n'est pas de la concertation ce qu'on fait là, mais c'est un peu le même type de relation d'en arriver à un projet, d'établir un lien de conscience, un lien de confiance, de voir où ce que l'autre est rendu. Fait que je le sens, puis ça, vous êtes en mesure de le sentir. Puis si on a des bons leaders autour de la table qui ont un peu de pouvoir, on est capable de poser des questions. C'est quoi qui est en train de se passer là? Il me semble qu'on n'est plus sur le même rythme, on n'est plus sur la même volonté de départ, je sens moins d'action, je sens moins d'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et l'injection de ressources par les parties pour que ça fonctionne, soit au niveau monétaire, au niveau secrétariat, au niveau technique. Je vais m'occuper de ça, je vais prendre ça en charge. Et l'établissement d'une relation de confiance puis d'un rapport de force équilibré. Ça, c'est au niveau de la mise en œuvre. Si vous êtes en train de penser à un projet que vous avez, de concertation, il peut être scolaire ou avec une autre genre de structure, si vous ne retrouvez pas ces éléments-là, il faut consacrer de l'énergie au vécu du comité et au vécu de la structure. Là. Et c'est pour ça que le suivi des actions, le maintien de la motivation est important.
il faut l'atteinte de certains objectifs avec le pouvoir d'agir des participants. Quand on fait des gains, c'est en lien avec le pouvoir qu'on a dessus, il faut les reconnaître, il faut les célébrer. Et ça, c'est le dernier en bas, là. La diffusion des résultats positivement, ce qu'on a fait, célébrer les réussites et des activités de renforcement. À la fin, à la ville, les gens du comité de concertation scolaire municipale étaient systématiquement invités à beaucoup d'événements, beaucoup d'annonces de la ville, beaucoup d'activités mettons, de dévoilement de plans d'action, de projets. Les intervenants de la commission scolaire, on les invitait. Ils venaient voir, ils venaient entendre ce que la ville allait faire, puis réciproquement, c'était un petit peu moins le cas, mais ils nous invitaient aussi à leur activité, là. Fait qu'il faut qu'il y ait ce partenariat, demande sur aussi, pas juste se voir toujours en réunion sur des projets, mais entretenir la relation entre les deux structures. Puis si on arrive à une difficulté, ben c'est sûr que ça prend une résolution de problème, ça passe par le DG, ça passe où? Ça veut dire si le comité est comme bloqué, ben à ce moment-là, c'est soit le niveau politique qui va venir intervenir ou soit le niveau décisionnel de gestion plus haut qui va intervenir avec l'autre côté pour essayer de dénouer le problème. La diapo. Bon, comme je vous disais, le document, là, ça fait 3 fois que je vous le dis, vous devez savoir que si jamais vous voulez compléter l'atelier par qu'est-ce qu'on doit mettre qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier, puis sur quoi on peut insister, puis différentes formulations, là. J'ai même repris des clauses d'entente, là, qu'est-ce qu'on doit mettre dans une entente scolaire municipale, de façon à ne rien oublier puis utiliser. Vous avez un document qui est fait strictement pour ça. Mais quand même, pour l'atelier, c'est sûr que les éléments à surveiller dans le cadre des ententes, c'est les heures respectives d'utilisation des équipements. Parce que ça, notamment avec le scolaire, les écoles secondaires, l'arrivée des programmes particuliers, même aussi les écoles primaires deuxième cycle, l'arrivée des programmes particuliers, les sports-études, les groupes, il y a une utilisation, une demande d'utilisation très importante au niveau du scolaire. Fait qu'il faut être en mesure de faire respecter nos utilisations. Puis après celle-là, je vais vous parler de la mesure 15.028 qui, elle aussi, avait été mise en place juste avant la pandémie sur les activités parascolaires. Donc, c'est quelque chose à surveiller parce que ça risque d'amener plus d'utilisation, des volontés d'utilisation plus grandes des commissions, des centres de services scolaires vers les équipements municipaux. Même chose, la deuxième, c'est le fameux partage des frais entre les partenaires. La base de calcul, tu viens chez nous à quelle fréquence? Quand tu viens chez nous, ça coûte quoi? Quelle formule est-ce qu'on va adapter pour partager ces frais-là? Est-ce qu'on va aller de non, finalement, on ne facture rien? Est-ce qu'il y a un mode de facturation qui se met en place? C'est qui le contrôle? C'est qui le mécanisme aussi? C'est quoi le mécanisme qui va être mis en place pour ce frais-là? C'est sûr que si tu utilises une patinoire extérieure, puis l'autre vient utiliser une piscine, pas nécessairement les mêmes frais. En même temps, c'est les mêmes payeurs de taxes, encore une fois. C'est les mêmes citoyens. À quel genre d'entente est-ce qu'on peut arriver pour permettre la réalisation des deux activités? Une chose qu'on avait travaillé, puis j'avais trouvé ça assez intéressant à Lévis, c'est le partage des calendriers de travaux dans les installations. S'il y a une école, ben à ce moment-là, c'est quand même assez facile, mais si sur votre territoire, il y a plus qu'une école, qu'est-ce que la commission scolaire planifie de faire compte tenu que les budgets d'immobilisation ont beaucoup augmenté? C'est quoi les travaux qu'ils vont faire à une école, puis c'est à quel moment? Puis il y a des travaux qu'on a réussi à dire, non, pourriez-vous pas les faire à ce moment-là parce qu'on a un camp de gym? Pouvez-vous commencer par l'autre côté de l'école? Pouvez-vous reporter d'un an, avancer celui-là? Si on ne peut pas aller avec la gym, est-ce qu'on peut aller dans une autre école? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, le partage du calendrier des travaux qui s'en viennent dans les installations, dans les écoles, puis quand je dis les installations, c'est en même temps, vous autres aussi, du côté municipal, d'amener les travaux qui vont être faits au chalet, au gymnase, à la piscine, les amener du côté scolaire pour leur permettre de se préparer, ça diminue beaucoup d'irritants. C'est vraiment intéressant, surtout avec le lien, le dossier important que sont devenus les camps de jour et les services de garde. C'est important de partager ce calendrier-là. Moi, je l'insérerais. De la même façon, la négociation de la surveillance des activités, le débarrage de porte, comme on disait tantôt, avec des systèmes autonomes, également qui est là, les surveillants d'élèves, de quelle heure à quelle heure, qui paie quoi, qui défait quoi. C'est sûr que de payer de la surveillance au prix de la convention collective,
qui est en mesure, qui est en vigueur souvent au niveau du scolaire, c'est plus élevé qu'au niveau municipal. Et le dernier point, ça a été amené tantôt en cas de bris et en cas d'accident, les assurances à obtenir en fonction des activités. Alors, les deux parties doivent se couvrir, doivent intégrer dans leurs assurances des bris qui pourraient survenir en fonction de l'utilisation des équipements réciproques là, de l'autre partenaire. Ça, c'est des clauses qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça. Là. 3 éléments au moment où j'ai donné la formation en 2020. 3 éléments, puis des éléments qui reviennent dans la loi 40, dans la loi sur l'instruction publique, comme je vous ai dit, adoptée le 8 février 2020, juste avant la pandémie. Puis, en 1997, il y avait eu une loi qui modifiait les principes de collaboration entre le milieu scolaire puis le milieu municipal qui permettait au conseil d'établissement d'organiser des services à des fins sociales ou culturelles ou sportives. Autrement dit, d'utiliser leurs installations dans l'école pour faire des services, des cours et des choses, des activités. Et à ce moment-là, nous autres, au niveau loisir, on pressentait que la fin des ententes sur une base de collaboration pour l'implantation des principes de concurrence, tarification, utilisation des équipements. Ce qu'on craignait, c'est sûr que, mettons, la ville de Lévis avait une entente avec le centre de services scolaires où elle redonnait un montant parce que ça ne balançait pas dans les activités, dans les frais, mais l'argent allait au centre de services scolaires. Fait que là, ce qu'on craignait, c'est que les conseils d'établissement disent ben, moi, je ne le revois pas, cet argent-là. Tu as beau me dire que tu viens d'en remettre une partie. Ben, moi-même, je vais louer mon gymnase, moi. Je vais louer ma salle d'art plastique. Je vais louer ma grande salle. Puis à ce moment-là, l'argent va venir dans l'école. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir faire des activités. Mais ça ne s'est pas produit. Peut-être dans certains cas, ou peut-être quelqu'un va dire non, non, Michel, ça s'est produit. Mais à la limite, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si ça se produisait, nous, la Ville, on interviendra auprès de la commission scolaire et la commission scolaire gérera avec son conseil d'établissement pour ne pas que les principes qui sont dans l'entente qui concerne toutes les écoles entre les deux entités soient altérés par une décision ou un fonctionnement d'une école. Mais dans les faits, je pense que le milieu municipal, on n'a pas été pénalisé par cette décision-là de 1997. Mais en 2020, on est arrivé avec la loi 40, qui a changé la gouvernance, aboli les élections scolaires et aboli les commissions scolaires. Et là, on est arrivé avec une nouvelle loi qui, comme je vous dis, n'a pas encore été beaucoup utilisée. Mais je veux quand même vous dire, dans le même esprit que la semaine dernière, ou plutôt il y a une dizaine de jours, M. Drainville a été interpellé avec son Institut national d'excellence, je le lis pour ne pas me tromper, là, et aussi le fait qu'il s'octroyait maintenant les pouvoirs de nommer et de congédier les directeurs et directrices générales de centres de services scolaires, un peu comme M. Dubé peut le faire avec les gestionnaires de la santé, qui s'octroyait ce pouvoir-là. Évidemment, il y a eu des réactions sur le respect de l'autonomie professionnelle dans le cas des DG, puis aussi toute l'intégrité des projets éducatifs des écoles, puis les parents qui intervenaient là-dedans. Donc, la loi 40 donne plus de pouvoir aux ministres qu'avant. Et ça, je vous dirais qu'on va certainement avoir des situations, mais je vais vous donner 4 exemples. Bon, la nouvelle structure de gestion, on en a parlé tantôt. Il y a 2 postes de réservés pour les conseillers municipaux. Et c'est Josette, si je me souviens bien, nous expliquer comment ça fonctionnait. Fait que ça, c'est pas tant sur cet élément-là que le ministre s'octroie du pouvoir ou a changé la game, mais c'est au milieu de réagir au niveau de la participation. Et à ce moment-là, il leur redit aussi qu'ils ont l'obligation, et si vous procurez, j'ai demandé à Audrey de le mettre en même temps que le cadre de référence, là, le petit document que j'avais écrit sur une veille stratégique sur la loi 40 sur l'instruction publique, si vous procurez le document, vous pourrez toujours en jaser à l'interne, c'était ce qui s'en venait, puis voir un peu également au niveau de votre direction générale, mais la loi dit maintenant qu'il y a une obligation du centre de services scolaires de travailler au développement du milieu et d'avoir des partenariats avec les municipalités. Et la loi stipulait même qu'il devrait y avoir 2 rencontres annuelles.
Bon, mettons comme entre le centre de service scolaire et les municipalités, entre l'école et la municipalité, un peu ce que Huguette mentionnait tantôt. Je ne pense pas que ça soit en place, je ne sens pas que ça soit là, mais ça vous donne, cette clause-là vous donne quand même du pouvoir pour dire aux gens de l'école et aux gens du centre de service scolaire, vous avez l'obligation dans la loi 40 de travailler avec nous. Vous devez démontrer votre bonne volonté de travailler avec nous. C'est inscrit dans la loi. Et là, le ministre a également le pouvoir, puis là, j'ai relevé l'article, 459.5.5, là. Le ministre, mettons que vous auriez le projet d'école dont on parlait tantôt, je sera pas long, Chantal, on va y revenir. Le projet d'école dont on parlait tantôt, si la municipalité sentait que ça va vraiment pas bien, là, puis que ça n'a vraiment pas pris le bon bord, elle pourrait interpeller le ministre sur le projet d'école et le ministre peut demander rapport au centre de service scolaire sur c'est quoi qui se passe avec cette situation-là. Et il pourrait même ensuite imposer des recommandations puis une façon de faire. Le ministre, de par cette clause-là dans la loi 40, a ce pouvoir-là. C'est quand même assez important. Quand je vous disais tantôt, ça a augmenté les pouvoirs du ministre en même temps. Et également, lorsque la première réaction de l'Union des municipalités avait eu, puis l'Union également des municipalités plus petites avait eu, c'est qu'il y a une obligation à partir du moment où l'institution cible un terrain pour un nouveau bâtiment, pour une nouvelle construction, et il y avait une obligation d'une cessation gratuite des terrains demandés par la municipalité. Et ça, c'est la clause dont je me souviens qui avait causé le plus de problèmes, puis qui est probablement encore le plus discuté. Je ne sais pas s'il y a eu des projets d'école où effectivement le terrain demandé, parce qu'avant, ça faisait l'objet d'une négociation, et la municipalité ciblait des terrains qu'elle voulait offrir, qu'elle choisissait d'offrir en fonction de son plan d'urbanisme. Mais dans la loi 40, il y a une obligation de cession. Et ça, j'ai l'impression que si ça ne s'est pas encore discuté, ça risque de ressortir, là. Donc, une loi 40 que je vous invite à pas aller lire parce que c'est énorme, là, mais sur lequel je vous invite à garder un œil ouvert, là. Le programme d'activité parascolaire au secondaire, ça s'appelle la mesure 15028, si vous avez déjà entendu parler. Ça a sorti en même temps, ça a sorti en 2020. Un des problèmes que les écoles secondaires ont toujours dit pour offrir des activités parascolaires, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour engager des animateurs et engager des responsables d'activités. Puis, ils visaient, puis là, Audrey, je vais avoir besoin que tu interviennes ensuite sur la discussion qu'on a eue. Alors, ils voulaient mettre en place un programme pour que 100% des étudiants, des élèves du secondaire aient accès à des activités, au moins une activité parascolaire. Puis, l'année de mise en place, qui était 2020, ils accordaient 32 millions à cette enveloppe-là. Et sur 5 ans, ça représentait 455 millions. Fait que là, à ce moment-là, même affaire, là, on se disait, ben là, nous autres, mettons, les municipalités qui rentraient à 5 heures ou 6 heures, ou, on essayait de rentrer le plus rapidement possible dans les gymnases. On essayait d'avoir le plus de plages possible. Qu'est-ce que ça veut donner? Qu'est-ce que ça va donner? Et là, on voyait un problème. Ou encore, ils vont vouloir venir encore plus dans nos équipements. Là, Audrey, tu me disais que tu avais vu un petit rapport là-dessus, là, où ils en sont rendus. Puis, j'ai pas constaté, c'est sûr que je suis plus à la ville, je suis plus là, mais j'ai pas constaté beaucoup de plaintes ou d'impact négatif sur l'utilisation des équipements. Mais je vous invite de la même façon, elle va être là, le document sur la mesure 15, la veille stratégique que j'avais écrit là, sur la mesure 15.028 est là. Puis la question, si jamais vous avez à discuter avec des écoles secondaires, ça serait de leur demander est-ce qu'ils ont intégré la mesure 15.028? Sinon, pourquoi? Il y a peut-être des ressources municipales ou des gens de vos organismes qui, si c'est par manque d'animateurs ou de gens ressources pour animer, peut-être qu'il y a des gens dans vos groupes ou dans vos organismes qui pourraient combler cela. Puis à ce moment-là, ben, ce qu'on fait juste, c'est augmenter l'offre de loisirs et l'offre d'activités pour les jeunes sur le territoire qu'ils voudraient. Les sous sont là. Alors, les budgets sont là. Moi, la première année, si je me souviens, c'était 18% des écoles secondaires. Il faut quand même que les écoles secondaires appliquent. Il faut qu'ils fassent un programme. Ce n'est pas de l'argent qu'ils leur envoyé automatiquement. On ne leur demande pas ce qu'ils font avec. Il faut qu'ils appliquent, il faut qu'ils démontrent les programmes, puis après, il faut qu'ils fassent rapport. Il faut qu'ils s'investissent dedans. Puis après, ben là, il y a les versements qui accompagnent. Mais vous pourriez engager la discussion avec les responsables de l'école ou encore du centre de services scolaires au secondaire. En conclusion,
ce qu'on a pu voir, en tout cas, au moment où je disais j'avais fait l'atelier, là, bien, il y avait un abandon ou une diminution, en tout cas, de la pratique dans les 10 dernières années, de la pratique voulant qu'on négocie davantage des contrats de service que de véritables ententes de collaboration. Le crayon au niveau de la facturation était moins pesant un peu aussi, surtout dans les endroits où ça se parle entre le municipal et le scolaire et les dirigeants se parlent, les représentants sont là. Il y a peut-être un petit peu plus de gêne à facturer la moindre utilisation qui est là. Et aujourd'hui, on voit des expériences qui portent succès. On vous en a présenté. Il faut continuer de miser sur la façon de faire. Il faut se mobiliser, élaborer des projets communs, agir avec compétence, puis faire preuve d'une bonne capacité d'analyse et d'innovation. Il faut tisser des liens. On va le voir un petit peu plus loin. Il faut également profiter de la bonification des budgets au sein des centres de services scolaires pour les rénovations, les projets d'installation sportive et communautaire. Je suis impliqué sur un comité là, actuellement où on relance auprès d'une école secondaire le développement d'activités sportives. Puis c'est comme reparti en fonction des budgets. Puis vous pouvez poser des questions aux gens du centre de service scolaire. C'est quoi vos plans pour notre école? C'est quoi vos plans de rénovation? C'est quoi, en passant par la direction d'école évidemment aussi, sur les projets d'infrastructure, c'est quoi qui s'en vient? Peut-être que vous allez réussir à faire devancer un échéancier, à faire remonter dans la pile des projets que vous avez chez vous, juste par du fait que vous vous impliqueriez ou que vous vous manifestez. C'est possible que vous soyez en mesure de faire changer un calendrier de travaux ou de projets qui est en place. Et au niveau rural, c'est sûr que la décroissance de la clientèle, c'est inquiétant. Fait que c'est sûr que si vous êtes dans cette situation-là, il faut engager déjà une démarche avec eux pour ne pas avoir à essayer ultérieurement d'avoir à essayer de se mettre de faire renverser une décision qui aura déjà été prise. Ça aussi, on l'a vu. Pour mieux prévenir que guérir dans ce cas-là. Mais en 2004, là, ce qu'on parlait quand je vous disais que les derniers travaux de la QLM qui avaient été faits, c'était en 2004 qu'on s'était interrogé dessus, outre l'Observatoire du loisir. Je ne pense pas vraiment que ça a changé. Quand j'avais fait l'atelier, je dis non, je l'amène même. Là. Mais en 2004, les intervenants, là, ce qu'ils considéraient, c'est que pour que la concertation scolaire individuelle, pour qu'elle fonctionne, il faut de l'engagement. Alors, c'est 57 d'engagement, d'aller vers l'autre, de tenir des liens, de les développer. Ensuite, c'est l'organisation du travail de départ, qui qu'on met là, le comité, comment est-ce qu'il marche, puis après ça, le suivi des actions. Mais 57 de la réussite passe par le fait de s'impliquer, puis de tisser des liens, et de les entretenir. Donc, on peut dire que la concertation, comme ça concerne des individus, elle se construit dans l'échange et la discussion. Je vous remercie beaucoup. Merci à Audrey qui m'a appuyé depuis le tout début puis qui m'a sécurisé au niveau Internet et webinaire. C'est vraiment intéressant parce que, regardez, on est d'un peu partout et on peut se permettre de faire ces formations-là. C'est vraiment un bel outil. Là. Les gens de Gaspésie, les îles, l'URLS, hein, bravo, Magali. Alors, bonsoir tout le monde. Audrey, ça te va? Oui, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Puis, en espérant que la formation a été utile, je vous souhaite une excellente soirée.